Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire de l'analyse technique principalement et on va parler d'inflation et également de la banque Silvergate. Donc du coup, voilà, ça va être un petit peu les news du jour. Ici, toujours la même structure pour Bitcoin, pas vraiment de direction préférentielle, toujours à ce stade. Ce qu'on veut savoir, déjà dans la structure 1 heure, on va dire, c'est est-ce qu'on dépasse ce point-là ou ce point-là, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une structure qui continue ici à être haussière, c'est-à-dire on garde ce dernier plus bas et on fait un nouveau plus haut, donc est-ce qu'on arrive à passer au-dessus de ça, ou tout simplement, est-ce qu'on va faire un nouveau plus bas, c'est-à-dire continuer, on va dire, la tendance baissière qu'on peut voir sur la 4 heures plutôt, voilà, en termes de time frame. Donc toujours la même chose, hein, ça fait 3 jours que je le répète. Ici, cette trend là, elle est perdue en daily. On a cette nouvelle trend 4 heures. Qu'est-ce que ça nous dit? Quand vous avez comme ça à réévaluer vos trends tout simplement vers le bas petit à petit, ça dit plutôt qu'on est dans une logique de distribution, c'est-à-dire que toutes les trends d'accumulation se calment et là donc du coup la perte de cette trend, en tout cas ça commence à être peut-être un signal que la direction est plutôt vers le bas. Néanmoins pour le moment, on va regarder si celle-ci en 4 heures tient et si elle nous permet tout simplement de regagner celle-ci en daily. Mais à ce stade, le scénario, on va dire quand même, qui reste privilégié, c'est la direction qu'on avait déjà, c'est-à-dire du short jusqu'au 22-300. Ce matin, sur le fait qu'on tenait ce niveau, moi personnellement j'ai lancé un long qui n'a pas pris, vous le voyez, donc j'ai été pris en stop loss ici, en me disant que on était peut-être au moins dans la continuation d'une heure. Donc ici l'idée c'était tout simplement de revenir chercher ce niveau là et voir même potentiellement juste un niveau intermédiaire ici autour des 23 500. Ça n'a pas pris, donc c'est pas grave, c'est pas du tout un problème. Voilà, on va voir ce qui se passe pour l'instant à ce niveau là. Pour le moment moi je ne rentre pas, j'attends de voir un petit peu ce qui se dessine. Quand on regarde Ethereum, exactement la même chose, même structure. Là, ici, pour le coup, les deux endroits où on aura éventuellement une réponse, c'est soit à la perte de ce niveau, soit quand on regagne celui-là, tout simplement, c'est-à-dire 1678 et 1595. Et puis, au niveau de, par contre, la trend ici en daily, pour le coup, sur Ethereum n'est pas perdue, même pas touchée, on va dire, tout simplement parce qu'Ethereum avait enfoncé beaucoup plus fort ici sur ce niveau-là. On va dire son nouveau creux majeur est lui sous la structure précédente. C'est pour ça qu'Ethereum et on va dire plus ou moins en train de changer de caractère sur le daily, c'est-à-dire que quand on avait perdu ce creux-là, et bien du coup on était passé baissier en daily sur Ethereum. Ou en tout cas, on n'était pas passé baissier, mais on était passé en changement de caractère. On avait perdu ici le plus bas, donc du coup, on était peut-être sur quelque chose qui reviendrait attaquer ce niveau-là. Néanmoins, pour moi, pour le moment, il faut voir ce que ça donne déjà sur ce mouvement-là, tout simplement. Est-ce qu'on est en train de regarder un B ici, c'est-à-dire quelque chose où on va perdre le creux majeur qui désormais est ici, ou alors est-ce que tout simplement, on avait ici une sorte de flat étendue qui elle-même nous a donné ces 3 vagues de correction, et à ce moment-là, si on regarderait sur de l'Elliott, on pourrait dire qu'on est dans une 2 et que là on est au début d'une 3 tout simplement. Donc la grande question elle est un petit peu là-dedans. Vous pouvez voir les choses d'une manière chartiste, d'une manière vague d'Elliott. Vous pouvez avoir ici beaucoup de manières différentes d'appréhender les charts et elles fonctionnent toutes. Voilà. Ici, intéressant, sur la stablecoin dominance, on est désormais au 3e retest de cette trend baissière. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va nous rejeter de manière à enfin pouvoir péter finalement ce niveau des 12% ou pas? 12 et quelques, je sais pas, j'ai pas ici les, comment dire, là on est actuellement à 13, voilà, est-ce qu'on va se faire rejeter par la trend pour casser ce niveau qu'il est très important de perdre, ou alors tout simplement, est-ce que désormais la stablecoin dominance est haussière, c'est-à-dire pour le coup, un retour à des niveaux qui seraient plutôt de 21,3 pour celui-ci, je pense que ça c'était le creux des 21,3, et puis là le creux précédent, ou alors ça c'était peut-être le creux des 22,8, ou je me rappelle plus combien on avait fait là, et ça c'était peut-être le creux, voilà, en gros les niveaux du 13 février et 19 janvier. On revient là sur Bitcoin. 13 février, là on était à effectivement 21,5, 21,3 et 19 janvier, on était effectivement à 20 800.
Donc, voilà pour l'analyse technique sur BTC, pas grand chose à dire de plus parce que j'ai déjà énormément élaboré sur l'analyse technique sur les 2 dernières vidéos et pour l'instant on n'a toujours pas de direction préférentielle, si ce n'est garder éventuellement la direction préférentielle du 4 heures, c'est-à-dire plutôt être en recherche de short à ce stade. J'ai fait une entorse au règlement ce matin, mais théoriquement pour essayer d'avoir, si jamais on repartait vraiment et qu'on reprenait, et bien tout simplement le niveau le plus bas qui me permettrait ici de m'asseoir sur un trade un peu plus long en termes de commencer par un scalp qui lui-même continuerait sur plutôt un swing et une position voilà plus confortable on va dire, mais pour le moment c'est pas vraiment ce que nous a donné le prix, donc on va voir ce que ça dit. Au niveau, et j'ai parlé de l'inflation tout à l'heure et c'est ça qu'on va regarder principalement aujourd'hui. Au niveau des news, on va parler de l'inflation, on va parler du marché de l'emploi aussi, on a eu quelques infos sur le marché de l'emploi, c'est pas des news majeures parce qu'elles sont hebdomadaires, mais globalement aujourd'hui on avait les chiffres de la semaine par rapport aux jobless claims. Les jobless claims, ça veut dire les gens qui sont en demande d'emploi. Et vous voyez qu'on avait ici un previous, le previous qui était à 192 000. Donc la semaine dernière, on avait eu 192 000 demandes d'emploi et on avait un forecast qui était plutôt à 197. Et en fait, on a eu moins que le previous. Ça veut dire que tout simplement cette semaine, eh bien, il y a 190 000 personnes. Enfin, il y a moins de gens qui sont en demande d'emploi que la semaine précédente. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit ça? On va plutôt aller sur Trading Economics pour voir ici. Vous voyez que ça nous dit tout simplement que le marché de l'emploi est toujours en super forme aux États-Unis. Et ça, c'est pas nécessairement très bon. Vous voyez la moyenne là ici sur 4 semaines, 193 000. Et vous voyez ici que c'est pas nécessairement très bon, entre guillemets, pour ne pas rentrer dans une spirale des salaires, etc. Et notre ami Jérôme Powell est ici en recherche de calmer un petit peu le marché de l'emploi, qui est littéralement en surchauffe aux États-Unis. Et ça, on avait expliqué pourquoi. Principalement, sûrement, des raisons démographiques. Voilà, on a ici pas assez de personnes pour une économie qui pourtant demande beaucoup d'emplois. Donc il va falloir freiner l'économie pour freiner l'emploi, ce que s'attelle à faire la Fed en ce moment. Également, les labor cost, donc le coût du travail, on va dire, en quarter over quarter, c'est-à-dire trimestre par trimestre, qui est à l'augmentation. Vous voyez que le forecast était à 1,1%, consensus à 1,6%, et là, pour le coup, on est vraiment à l'explosion sur ce que coûte le travail, et surtout une productivité qui était forecastée à 3% et qui en fait est à 1%. Donc on a ce que coûte un employé qui augmente et entre guillemets la productivité, donc ce qu'il apporte à l'entreprise qui diminue. Tout ça n'est pas forcément extrêmement créateur de richesse à ce stade. Bon voilà, après ça reste des chiffres, mais ici des news aujourd'hui pour ce jeudi qui sont pas nécessairement très bonnes pour l'économie. Et nous sur Bitcoin, on est plus sensible, je dirais, au taux d'intérêt que réellement à la narration de l'inflation, mais vous voyez ici que le marché petit à petit est en train de pricer de plus en plus une hausse de 50%, de 0,50%, donc de 50 points de base au prochain meeting de la Fed qui aura lieu le 22 mars. Le prochain CPI, on l'aura, je crois que c'est le 14, quelque chose comme ça, 13-14 pour ce mois-ci. Et surtout, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est là, dans probabilité, vous voyez que avant, la plupart du marché, et avant, on était dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'on irait sur une phase terminale des taux entre 5,25 et 5,50. Et désormais, depuis le CPI qui a été mitigé le dernier, qui était au-dessus du consensus, c'était vers le 14 février, je crois, et également tous ces chiffres un petit peu autour de l'EPC qui n'a pas été très bon non plus, etc. Toutes ces choses-là, le marché est finalement en train de pricer, donc c'est pour ça qu'il corrige, ça se met dans les prix petit à petit. Un taux terminal entre 5,50 et 5,75, ça veut dire qu'on a augmenté ici la target finale. À quel moment la Fed pourrait pivoter? On l'a augmenté ici à de 0,25 points de base. Donc très important de regarder ça. On a terminé le mois, donc on peut éventuellement aller faire un tour sur Trueflation pour se dire quelle va être éventuellement. On va commencer à regarder ici les potentialités d'un CPI pour le mois de février. On trouvait que ça faisait énormément plateau ici au début du mois de février, et en fait on a eu quand même une correction sur Trueflation au niveau pendant le mois de février, tout au courant du mois. Effectivement, on diminue un petit peu moins, mais on diminue quand même. Et donc du coup, vous voyez qu'au 1er février sur Trueflation, on était à 5,49. Et finalement, là où on pouvait voir un plateau, au 28, on était à 5,2. Donc une perte de 0,20 probablement sur le CPI pour le prochain print du CPI. Ici, Trueflation, ça n'est pas bien entendu le
l'indicateur réel de l'inflation, c'est tous les prix en ligne qui sont agrégés, et Trueflation, c'est une API qui va récupérer tous les prix en ligne et qui va essayer d'en sortir eh bien, un pourcentage pour front-runner l'inflation, ou en tout cas nous donner un vrai chiffre. Et en l'occurrence là, vous voyez que on a eu quand même une petite diminution. Je sais pas encore le consensus pour le 14 prochain au niveau du CPI, je pense qu'il n'est pas sorti, et cet outil de la Fed de Cleveland, bah, il n'a pas été mis à jour. Vous voyez que ici ça date du 3 janvier, donc on n'a pas de nouvelles informations par rapport à ça, mais cet outil là c'est quelque chose qu'on va utiliser dorénavant parce qu'il avait été plutôt précis sur la dernière prévision du CPI. Donc celle du mois de janvier. Là, j'espère qu'il y aura une update dans les jours prochains, c'est-à-dire là on est le 2 mars, donc une update maintenant, ça pourrait être pas mal pour avoir les news encore une fois sur février et mars, mais pour le moment, on n'a rien là-dessus. On fera une vraie vidéo vraiment sur le CPI et sur l'inflation aux États-Unis pour vraiment avoir ici tout qu'ont fait les commodités, ce genre de choses, etc. Qu'a fait le pétrole sur le mois, ce genre de choses. On va continuer ici sur le Wall Street Journal avec les news, donc le fondamental. On a fait le technique, maintenant on attaque le fondamental. On va terminer avec le sentiment. Ici, vous voyez visiblement le PCE contre le CPI. Bon, vous voyez que c'est à peu près la même courbe, mais effectivement, la Fed va probablement suivre ici le CPI. Donc, ce qu'on regarde en fait ici, et ce qui fait vraiment flipper les marchés, c'est le dernier tout petit rebond que vous voyez ici, c'est-à-dire, en gros, le fait que le PCI était à 5,3, il est désormais monté à 5,4. Donc, effectivement, c'est normal que les marchés flippent un peu puisque c'est leur boulot. Et ici, cet article qui nous dit que la Fed pourrait être en train de gagner son combat contre l'inflation. À voir. Ensuite, ici, sur oui, alors on a cet article qui reprend en fait l'article de Forbes. J'ai pas mal parlé du FUD sur Binance ces derniers temps, etc. Qui reprend l'article de Forbes. Il est un petit peu plus précis. Il y a 2 ou 3 petites choses en plus, notamment sur les liens en fait et à quel moment le couple BUSDC, c'est-à-dire c'est le Binance USDC, celui qui a été râpé par Binance pour fournir en fait de l'USDC, a été vidé de ses assets, et comme quoi probablement à certains moments on a utilisé en fait des fonds pour les remettre ailleurs, etc. sur des paires qui étaient censées être liquides. Relativement inquiétant toutes ces histoires autour de Binance, et surtout c'est le côté insistant vraiment sur Binance qui au bout d'un moment peut-être que effectivement une news relativement dégueulasse va sortir. Donc attention à ça, faites attention à si vous avez des fonds sur Binance bien évidemment, et couvrez bien tous vos trades si jamais il se passait quelque chose de pas cool avec Binance. Coinbase qui n'acceptera plus les paiements avec Silvergate. Pourquoi ? Parce que Silvergate avait prêté beaucoup d'argent à FTX, et Silvergate était une banque traditionnelle qui finalement s'est tournée vers la crypto, assez early, autour de 2017, etc. Ça leur a plutôt réussi à un moment, et puis ensuite finalement ils se sont retrouvés pris un petit peu dans la... Je vais vous trouver la charte de l'action. Donc voilà la charte de l'action Silvergate, vous le voyez, et donc du coup ça leur avait un petit peu réussi à un moment où vraiment l'action avait fait un bon x10, x10, x15, et puis en fait depuis les affaires FTX, etc., toutes ces choses là, et vous voyez qu'aujourd'hui l'ouverture elle se fait ici, c'est-à-dire que sur ces informations-là, à savoir que Silvergate a des problèmes avec le Department of Justice, également, bien évidemment, vous voyez le gap là qui s'est ouvert à l'ouverture aujourd'hui à 15h30, également, bien évidemment, le fait que Coinbase arrête de les supporter en termes d'actions, etc., enfin en termes de transférabilité, voilà, des fonds. Toutes ces choses-là, bien évidemment, vont faire que Silvergate, à chaque fois, on mange un petit peu plus dans les gencives. À quel moment cette action arrivera à des niveaux intéressants ? Le problème, c'est la banqueroute qui leur prend peut-être un petit peu au nez si plus personne, quand une banque n'a plus du tout de clients et que plus personne n'est avec eux, il y a peut-être un moment où les gens, finalement, plutôt que d'acheter le dip, là, il y a peut-être sur Silvergate quelque chose plutôt une sortie éventuellement à opérer. Je sais pas, je suis pas dessus, mais en tout cas, il y aura probablement des rebonds, des choses comme ça, etc. Mais jusqu'à ce qu'ils remplissent peut-être leur Chapter 11, si jamais c'était le cas.
Donc ça on l'a vu, rien sur Cointelegraph non plus, et ici 20 000 Ukrainiens qui auraient signé, qui auraient dit, qui se seraient lancés dans un cours sur les crypto-monnaies. Ici le S&P qui descend puisque il y a probablement une hausse des taux, je pense sur les bons également, donc on passe plutôt sur du risk-off. Et puis par contre augmentation du Dow Jones sur les forces de vente. Ici, demain on sera vendredi, on aura le PMI, donc Purchase Manager Index, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'achats qui sont faits par les grossistes, on va dire, toutes ces choses-là, voilà, et l'ISM Service. On aura plutôt des vraies news sur le marché de l'emploi, puisque je vous l'ai dit, les news, elles sont hebdomadaires, celles qu'on a eues là cette semaine, mais on aura plutôt des vraies news sur le marché de l'emploi, en fait, réellement mercredi et vendredi prochain, avec le taux de chômage, et puis le rapport ADP qui est très important par rapport à tout ce qui est marché de l'emploi et qui lui est plutôt mensuel. Donc là où aujourd'hui on a eu une news qui était plutôt... Mais vous voyez que si on... Je vous l'ai montré tout à l'heure, si on additionne déjà le rapport des Jobless Claims, donc le rapport hebdomadaire on va dire, était déjà il y a 2 semaines plutôt en faveur d'un marché du travail tendu, et celui de cette semaine également, donc on peut penser que éventuellement le taux de chômage sera relativement tendu pour mercredi et jeudi prochain, donc attention à ça. Voilà, bon, après on a fait ici le tour des news, je dirais. Rien sur Twitter, il me semble, donc j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas énormément de choses. Donc on va aller sur la liquidité et je vous envoie avant ça la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça. Et là, vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc les liquidations, 66 millions de liquidés hier, une journée plutôt normale, un tiers sur Ethereum et un tiers sur Bitcoin, un quart sur le Ethereum et sur les deux ensemble un peu plus de la moitié, principalement du long, vous le voyez ici, sauf sur Deribit. On va faire le carnet d'ordre rapidement.
Alors, le carnet d'ordre, on a quelque chose qui est plutôt vide, je trouve, en tout cas, autour du prix. C'est-à-dire qu'on avait des ordres à l'achat ici qui ont un petit peu disparu. Vous le voyez ici, 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 on a des ordres qui se ravisent. Ici, on avait un gros mur, là, à 517 bitcoins, qui n'y est plus. Donc, attention à ça, parce que si ça tombe, ça peut tomber fort. Hein. Tous ces gens-là qui se ravisent, c'est pas forcément très bon. Et à l'inverse, si on va vers le haut, vous voyez qu'il n'y a rien non plus. Donc, tout ça a été enlevé également. Ils ont été servis, en fait, ces ordres à la vente là, donc du coup on n'a vraiment pas grand chose, en tout cas avant 24 000 à la vente. Demain on a des options, on va regarder du coup le Max Pain Price, c'est ce qu'il nous dit. Demain on sera en plus, ah non c'est un début de mois, c'est d'ailleurs tiens on avait oublié de regarder la clôture, je sais même pas ce qui s'est fait du coup, toutes les expirations, pardon. On va regarder ça ici, autant pour moi, all, et on va prendre le strike que du... Ah tiens, ils ont encore changé, ils ont rajouté un truc en fait. Donc le 3 mars sur Bitcoin, et on va prendre tous les exchanges. On a un max pain price pour demain qui est autour des 21 000 $. Pourquoi il met le 31 mars? Bon, c'est pas grave, on va regarder l'option de fin de mois. 21 000 $ pour l'option de fin de mois. Et en fait, c'est juste que peut-être que je peux prendre que des rebits ici, voilà, c'est ça. Pour le demain, 23 500, c'est-à-dire à peu près dans la zone dans laquelle on est là. Est-ce qu'il y a des gros strikes autour? Pas nécessairement, vous voyez qu'ici c'est plutôt des petits niveaux hein, autour du prix. Donc peut-être qu'on va rester dans la zone là, parce que aller servir les 24, ça servirait le gros strike qui est là, et aller servir les 23, ça servirait le gros strike qui est là en put. Donc peut-être rester dans la zone en fait. On va peut-être se balader encore un petit peu en crabe toute la journée dans ce niveau-là. Ici, on est sur le Bitcoin. J'en profite qu'on soit en 1 heure pour vous montrer un petit peu la structure en 1 heure, parce que vous le voyez ici, on est sur quelque chose de relativement normal, en tout cas en termes d'open interest, c'est-à-dire ici que j'ai une correction et j'ai un funding qui effectivement est en train de descendre. Par contre, vous le voyez en 1 heure, très fort rebond là sur le rebond actuel. C'est pour ça que là, on est en train d'essayer de venir, je pense, corriger le niveau des 23 000. Est-ce qu'on va le prendre ou pas? C'est un petit peu la question du moment. Est-ce que ça va réveiller les shorts aussi, ces petits mouvements de prix? Est-ce que ça réveille potentiellement les shorts ici sur la fin de structure? Pas vraiment. Vous voyez qu'on a un prix qui continue à descendre, et pourtant j'ai un funding qui est plutôt ici en train de monter. Donc on a plutôt plus de long sur ces niveaux-là. Donc attention à ça. Hier on avait montré ces deux niveaux, un en haut et un en bas, puisqu'on avait que de la normalité. Et ici, quand on regarde l'open interest, il y a eu beaucoup de longs qui s'étaient présentés à ce niveau-là. On a eu un très gros short quand même sur ce niveau, probablement celui qu'on est venu chercher ici, vous le voyez, puisque là on a le funding qui fait un plongeon, et puis pas mal de longues là, vous voyez, alors que le prix descend, et l'open interest est plutôt à la montée. On commence réellement à le corriger avec cette forte diminution là vers le bas, hein, de 23,6 à 23,3. Ici on se construit plus ou moins normalement sur du long. Ensuite on a trop de longues qui rentrent, vous le voyez, et c'était le cas sur tout ce mouvement là où en fait le funding est en train d'augmenter alors que le prix diminue, et puis derrière on revient plus ou moins à une forme de normalité, c'est-à-dire qu'on liquide du short. Par contre, vous pouvez voir ici que l'open interest augmente, donc si on devait vraiment liquider du short, on a quand même une augmentation en face de quelque chose. Ça veut dire que à ce stade on a peut-être un niveau à prendre au 23,4 en short ici. Et est-ce que ce point-là a été trop longué, on va dire? En fait, c'était plutôt celui d'avant. Comment vous expliquer ça? En l'occurrence là, vous voyez que le prix augmente et ensuite il diminue. Et vous voyez que malgré ça, le funding est quand même à l'augmentation. Donc ça veut dire que ce niveau-là, oui, a été longué, mais on en a quand même corrigé une partie en faisant ce petit mouvement-là vers le bas. Bon, à ce stade, la liquidité, elle nous dit plutôt que ce qui est frais, c'est plutôt en bas. Et peut-être que potentiellement, après ça, on peut reprendre les 23,5. Donc potentiellement un petit tour sous les 23,171 pour ensuite reprendre les 23,5. En tout cas, ça va être les deux niveaux intéressants à surveiller pour la journée. Sur Ethereum, pour le coup, les deux niveaux qu'on avait rajoutés hier ont été pris. En tout cas, ces deux-là.
Entre temps, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, pas mal de longues, mais ça a été pris par ce niveau-là. Ici, ça paraît à peu près normal, même si je pense qu'on accumule quand même du short parce que le funding ne monte pas forcément suffisamment. Ici, on nettoie un petit peu tout le monde. Là, beaucoup trop de longues, vous le voyez, le funding qui augmente alors que le prix descend. Ici, forte chute du funding, donc ça veut dire qu'il y a un gros short qui est rentré là. Ah, je vais y arriver. Il y a un gros short qui est rentré là, donc là il y a effectivement un niveau à prendre. Ensuite on réaugmente le funding, donc en fait le mouvement s'auto-nourrit, on est sur des gens qui essayent d'attraper un couteau qui tombe, et à chaque fois du coup le prix vient chercher en dessous. Ensuite on revient un peu à la normalité, et là on revient un petit peu à la normalité aussi. Donc on est plutôt en train de nettoyer finalement tout ce qui s'était construit un peu sur un excès de confiance dans cette zone-là. Pour moi le niveau ici il n'est pas extrêmement longué. Vous voyez que le funding n'est pas en train de repartir vers le haut de ouf non plus, donc on va quand même mettre un niveau en rouge et en pointillé, mais il est pour moi moins conséquent que sur Bitcoin si on devait aller le chercher. Donc voilà les deux niveaux sur Ether qui seront 1650 et 1616 pour la journée. Si on regarde les poches de liquidité, eh bien on va le faire un run pour être le plus à jour possible. Alors, ici, on voit un gros long qui s'était ouvert. Il a désormais été pris, je pense. Globalement, on est à peu près à l'équilibrium sur les positions des 5 derniers jours. Vous voyez qu'ici, en ce moment, le prix se balade en crabe en fonction de position fraîche, on va dire. Pour le moment, la position la plus fraîche, elle est ici, elle est en haut. Donc ça pourrait nous dire, au lieu de faire le scénario que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord aller en bas et ensuite aller en haut, peut-être aller en haut en premier. Un peu comme on l'a fait là, quand il y avait eu une grosse position qui s'était ouverte ici. Vous voyez qu'on est tout de suite allé la chercher. Donc si jamais c'est une x50, on peut peut-être viser ici 23 600. Si jamais c'est une x25, 23 350, pas plus. Peut-être même que la x100 a déjà été prise, je sais pas. Non, toujours pas. Non, on n'est pas venu prendre le x100 si ça en est un. Donc 23 340. Pour Ethereum... zone de densité en bas 1572, zone de densité en haut 1705, pas de grosse position en short pour le coup. Cette position là elle a été prise, on a peut-être cette position là qu'on pourrait éventuellement aller chercher, 1636 ou 1653 ou 1684. Donc à voir ici, mais plutôt la liquidité ici qui nous dit que tout ce qui est vraiment très frais a plutôt été ouvert en haut, mais par contre vous voyez ici que on a accumulé des niveaux de longue sur toute cette montée. C'est un petit peu ce que je vous montrais sur le funding, et là le prix, malgré le fait que le prix descende, on a quand même ici des gens qui se rajoutent en longue. Donc ça nous dit en termes de quantité c'est plutôt vers le bas, en termes de fraîcheur c'est plutôt vers le haut. Fraîcheur et grosse position. Les 12 dernières heures sur Bitcoin ont plutôt été... Elles ont plutôt été longuées, mais vous voyez qu'on a quand même pris une partie de la bande, là, en descendant. Et là, à ce stade, on dirait que la valeur résiduelle, elle est plutôt en short, elle est plutôt au 23,6, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc peut-être plus un mouvement vers le haut au niveau de la liquidité. Ici, sur le 1 semaine, on est toujours... Mais le problème, c'est qu'à force de se balader en crabe dans cette zone, on est en train de forcier ici sur la zone en weekly des 22,5. Donc potentiellement revenir chercher les 22,5, voire le niveau bas. Si on continue à se déplacer en crabe dans la zone, ça rajoute du long au fur et à mesure. Par contre, niveau très intense et très fort à prendre au niveau des 24,3 en longue désormais depuis une semaine, mais le prix ne semble pas vouloir faire ce mouvement. Ce retour, on va dire, au 24,5, 25 des bitcoins ne se fait pas. Sur Ethereum, même chose. On a une bande de densité ici qui est en train de... Et là, je suis sur le 12 heures. Pardon, sur Ethereum, sur les 12 dernières heures, on a donc eu quand même des positions plus shorteuses que sur Bitcoin, et je trouve que c'est souvent le cas d'ailleurs sur Ethereum en ce moment. Peut-être que la mise à jour Shanghai est finalement la raison de ce supplément de short sur Ethereum. Par contre, très peu d'engagement sur Ethereum, on l'a vu maintenant, Ethereum est à la moitié de Bitcoin tous les jours sur les liquidations, donc beaucoup moins d'engagement sur Ethereum que sur Bitcoin néanmoins. Sur la 7 jours, on est à peu près comme sur Bitcoin, 1570 en bas et 1700 en haut. C'est à peu près les niveaux que je vous montrais et que je vous expliquais également tout à l'heure. On va revenir sur le prix et on va faire une conclusion. Pour moi, la conclusion, elle est de dire que, comme je l'ai déjà dit par le passé, on n'a malheureusement ici pas de direction préférentielle. Si, encore une fois, vous vous établissez un petit peu sur un scénario, par exemple, en Elliott,
La question c'est plus ou moins, admettons que ici on ait fini une 3, une impulsive de 3, et que là on est en train de faire une 4. Est-ce qu'on a cette running qui pourrait nous donner un début de 5? Ça c'est une première question qu'on peut se poser. La deuxième question c'est est-ce qu'on a eu ici par exemple une 4, ici une 5, même si elle est complètement disproportionnée par rapport à la 3, donc je suis pas vraiment fan ici de ce scénario-là. Et est-ce que finalement on n'est pas en train de commencer une 2, c'est-à-dire une 2 du grand mouvement, celui qu'on a eu depuis là, donc ça étant tout simplement la 3, ici la 2, ici la 1, vous voyez un peu l'idée là, ici, voilà, 1, 2, 3... 4 et 5 pour faire une grande vague comme ceci qui elle-même va corriger en 2. C'est possible, mais sincèrement, la 5 tronquée, enfin la 5 est quand même très petite, voilà. Ou alors, tout simplement, est-ce que ça, c'était pas la 4, A, B, C, ici par exemple, hein, et puis est-ce qu'on n'a pas la 1-2 de cette fameuse 5 qu'on est en train de construire derrière? Donc ça, c'est vraiment les grandes questions qui vont nous donner la direction. Vous voyez qu'en Elliott, il y a toujours deux directions, à savoir ici, encore une fois, une ABC pour terminer cette potentielle flat étendue au niveau des 22,3, ou alors une correction beaucoup plus importante ici, qui doit se faire théoriquement en 3 vagues, pour, si on était dans le scénario d'une grande 2, nous donner quelque chose qui aurait plutôt ici comme target, si jamais on a terminé ces 5 impulsives, ce qui encore une fois pour moi je trouve que la géométrie de la 5 est pas incroyable, et ben à ce moment là ça nous donnerait comme target potentiel pour cette 2 un retour dans cette zone là, à savoir quelque part entre 19,7 et 18,5. Pour le moment, on aura d'autres moments et d'autres invalidations qui pourront nous dire ça. Encore une fois, pour le moment, pour moi, on reste toujours dans la tendance préférentielle qui est plutôt celle de la tendance la plus haute, c'est-à-dire le 4 heures, hein, la plus grosse time frame, le 4 heures ou le daily. Hein, on pourrait ici probablement lire ce mouvement en daily, même si pour moi je trouve que c'est beaucoup plus du 4 heures. Voilà. Pour moi c'est vraiment du 4 heures. J'ai ma manière de voir les choses, de voir les sous-vagues, etc. Et ça m'intéresse beaucoup plus de le regarder en 4 heures. Et donc du coup ici, est-ce qu'on retourne le 4 heures ou pas en fait? C'est ça la grande question. Et la vraie réponse, malheureusement, on l'aura que ici ou là. C'est-à-dire que là pour le coup, vous voyez le dernier plus haut, le creux majeur ici en 4 heures, le plus haut majeur. Donc on peut avoir oui des formes de réponse ici. Si par exemple on n'arrête pas de casser des trends et qu'on se dit bon, on est peut-être ici dans un mouvement d'accumulation qui se calme, et quand je parle d'un mouvement d'accumulation, je parle de cette zone-là. Si ce mouvement-là est en train de se calmer, et ben à ce moment-là, qu'est-ce que ça me dit ? C'est-à-dire que si je commence à casser des trends ici vers le bas, et que même avant de perdre ce plus bas là, j'aurais déjà des signaux que ça y est, c'est terminé. Donc potentiellement déjà, on peut dire que la perte de cette trend là en 4 heures serait un signal fort qu'on est short, on est dans une direction préférentielle qui est très largement short. Le contexte macro n'aide pas. Si on va voir le S&P, aujourd'hui il a ouvert en gap baissier. Je vais vous zoomer ça, hop, comme ça. Aujourd'hui, il a ouvert en gap baissier. Il semblerait que, du coup, il vient couvrir son gap. Donc, il nous a fait un retournement en début de séance pour venir prendre son gap. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il va définitivement se retourner? Et vous comprenez ici que ça fait 2 fois qu'on vient tester cette trend historique, ce qui est une très vieille trend, qui est la trend bleue qui est là. Il a fait son petit tour en zone de rechargement éventuel d'une 2. Il a touché le 0,618. Est-ce qu'on a... Moi, je voulais 3900. Il nous a donné 3927. Il nous a... Bon, voilà. Bon, on est tout à fait dans une zone où le S&P pourrait trouver support. Parce que on a une vraie zone ici. Je pense que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais... on a une vraie zone ici, il faut pas croire que je dis ça comme ça juste pour dire des conneries et machin. D'abord on a le 0,618 si ça est plutôt quelque chose qui doit se faire en ABC ici, cette C là, et même peut-être en 5 vagues puisque c'est une zigzag, 5-3-5, mais on a quand même ici un niveau qui a joué par le passé, on va dire. Je vais vous le montrer comme ceci, hop. Si je vous montre toute la zone ici, alors on va peut-être passer en 6 heures, comme ça vous aurez quelque chose de plus continu. Ici, ça avait fait support. Ici, résistance, on arrive à le passer, ça refait support. Ici, on le repasse encore une nouvelle fois. Ici, ça avait encore joué. Ici, on arrive à le passer. Ici, ça a joué plus ou moins comme un support, peut-être un petit peu plus bas, mais voilà, c'était reparti dans la zone. Et puis, après, derrière, on a eu cette seconde impulsion, on va dire première impulsion et deuxième impulsion. On s'attend potentiellement ici
à une troisième impulsion. Troisième impulsion qui pourrait nous donner cette vague ABC, qui encore une fois serait le milieu d'une zigzag plus importante, qui potentiellement, enfin en tout cas celle-ci nous emmènerait plutôt vers les 4400 points, et puis ensuite on aurait un mouvement plus correctif. En tout cas c'est ce à quoi pour le moment, d'une manière, si on agit en fonction des probabilités, ce à quoi on peut s'attendre sur S&P. Il est tout à fait possible qu'on ait terminé cette B ici, tout comme il est tout à fait possible que le prix, et encore une fois ici je vous donne pas des prévisions de prix, je fais jamais des prévisions de prix d'ailleurs, je vous donne tout simplement des scénarios qui ont plus de chances d'arriver que d'autres, mais là il est tout à fait possible que S&P ne s'arrête pas en chemin au 4004, mais vienne plutôt nous chercher également une flat, hein. C'est tout à fait quelque chose de jouable, ou alors tout simplement que ici son ABC soit déjà terminé, et que là pour le coup, eh bien, il soit en train de revenir déjà le long, d'ailleurs, c'est ça le scénario intéressant, c'est si on ne reprend pas la trend, mais s'il vient nous donner ici, eh bien, une correction suffisamment longue dans le temps pour nous donner 5 vagues vers le bas, on pourra peut-être considérer, admettons à l'été, que effectivement cette correction sur le S&P est terminée et qu'elle nous a donné ces fameuses 3 vagues qu'on attendra ici en A, B et C. Ok ? Mais pour le moment, moi, je le vois plutôt dans une zone de rebond. Voilà, je le vois, enfin, c'est mon scénario privilégié, se trouve plutôt dans une zone de rebond pour le S&P. Alors, on va voir si ça se met en place ou pas. La macro est assez dégueulasse, encore une fois, donc peut-être que c'est pas du tout la bonne zone pour rebondir pour le S&P. Tout comme la macro est dégueulasse, donc on a beaucoup de shorters, donc peut-être que la liquidité ici va venir faire son taf. Voilà, c'est tout pour moi. J'avais aussi un petit travail sur les fractales et toutes ces choses-là, mais on va plutôt privilégier aujourd'hui une vidéo un peu plus condensé et uniquement sur voilà, de l'AT, et puis on pourra faire les fractales demain. De toute façon, il n'y a rien de pressé. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez un like aussi. Si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. C'est ça qui pousse la chaîne vers le haut. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec tout simplement le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera est-ce que vous êtes abonné à un magazine en particulier? Voilà, question à la con, hein, vraiment, hein, mais c'est le concept. Est-ce que vous êtes abonné à un magazine en particulier? Alors moi, en l'occurrence, quand j'ai acheté la maison ici, l'ancien propriétaire était abonné à tous les journaux de bagnole. Donc du coup, je reçois tous les journaux de bagnole et je peux même pas le contacter, je sais même pas, voilà, je connais pas son adresse, je connais rien, parce qu'en plus c'était le locataire de l'ancien propriétaire, etc. Donc du coup, voilà, je suis abonné à Autojournal, etc. Mais malgré moi, ça arrive pas à mon nom, etc. Ça arrive chez moi. Donc je les lis, hein, par respect pour lui, mais malheureusement, je peux pas le contacter ou quoi que ce soit pour lui dire. Donc du coup, on va rester comme ça jusqu'à ce qu'il s'en rende compte. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Portez-vous bien, ciao.